Bonjour à tous. Donc, je vous vois pas tous, mais voilà, vous êtes en partie en ligne. Moi, je m'appelle Frédéric Leclerc. Je suis enseignante-chercheuse à l'Université Côte d'Azur, hein, rattachée au laboratoire GeoAzur, dans lequel EduMed fait partie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le navire sur lequel on embarque. Donc, je suis pas toute seule. Il y a de nombreuses personnes à bord, vous allez certainement les voir. Et puis, l'autre scientifique de la mission, c'est Maider Bloch, qui est ici, qui est en thèse, euh, qui vient de commencer sa thèse hein, au laboratoire GeoAzur et en co-tutelle avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, je vais vous expliquer exactement sur quoi. Et donc, pendant une semaine, là, on s'apprête à prendre la mer hein, pour aller du côté de Santorin et d'Amorgos. Et la semaine dernière, j'étais en mer également dans la zone avec d'autres collègues. Je ne sais pas, j'espère que tout le monde est un petit peu familier avec la zone que qu'on va étudier. La zone qui est localisée donc entre Santorin et Amorgos, c'est une zone sismiquement active. Et peut-être que vous avez tous entendu parler de la crise sismique qui a eu lieu là-bas donc au mois de janvier-février. Donc c'est une zone qui est sismiquement active parce qu'il y a des volcans, il y a des failles aussi. Et du coup, ces deux processus, hein, les failles qui glissent et puis les volcans, ces deux processus peuvent générer de la sismicité. Alors, nous, on travaille dans la zone depuis maintenant 4 ans. À Nice, à GeoAzur, mais pas que. Hein, on collabore avec l'Université nationale d'Athènes, avec différents instituts grecs également, et puis avec différentes universités en France. Et on s'est intéressé en fait à la zone parce que en 1956, le 9 juillet 1956, il y a eu un séisme au large d'Amorgos et de Santorin. Et c'était un séisme de magnitude 7,6, donc vraiment un fort séisme, qui a été ressenti par les populations, qui a été suivi par d'autres répliques, et du coup qui a généré à l'époque des destructions, notamment sur l'île de Santorin. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie ce séisme? Parce qu'en fait, il est très fort pour la Méditerranée. Hein. Il fait partie des séismes les plus forts de Méditerranée. Et comme il a eu lieu en 1956, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sismomètres. Donc, on ne connaît pas grand-chose de ce séisme, qui est quand même majeur. La deuxième raison pour laquelle on veut étudier ce séisme, c'est qu'il a généré un tsunami. Très localement, ce tsunami, il a pu dépasser 10 voire 20 mètres. La hauteur de vague, elle a été très, très haute, très localement. Et ça, on ne comprend pas très, très bien pourquoi. Il y a différentes hypothèses. Mais jusqu'à récemment, en gros, c'est tout ce qu'on savait du séisme, qu'il était très gros, qu'il avait eu lieu en mer et qu'il avait généré un tsunami. Donc, en fait, en 2022 et 2023, on est venu ici. Donc là, on est sur le port d'Héraklion. Je vais vous montrer un petit peu. Hein, voilà, on est au port. Et puis on est venu avec ce navire là qui s'appelle l'Europe. Donc je sais pas si vous m'entendez bien et si vous le voyez bien. C'est un catamaran, l'Europe. C'est un navire de la flotte océanographique française, donc qui est en partie géré par l'Ifremer. Et nous sommes venus avec ce navire. Donc on part de Crète et puis on a à peu près 10 heures pour arriver sur zone. Et en fait, on est allé sur zone pour pouvoir cartographier le fond de la mer. Parce que il y avait très peu de données, ce qu'on appelle des données bathymétriques, donc du fond de la mer là-bas. Et finalement, du coup, on ne savait pas exactement où étaient les failles. Donc, je vous le rappelle, hein, les failles sont des grandes, grandes fractures, on va dire, dans la croûte terrestre qui glissent parce il y a des contraintes. Les plaques tectoniques, elles bougent, donc forcément, elles bougent les unes par rapport aux autres. Donc, les failles, c'est le long de ces failles que ces mouvements se font. Et quand ces failles elles glissent, elles génèrent des séismes. Et du coup, quand elles sont en mer, on n'a pas d'autre moyen que d'aller en mer, nous également, et d'utiliser des navires sous lesquels on monte en fait ce qu'on appelle des sondeurs multifaisceaux. Donc, ce sont
des sondeurs acoustiques, on envoie du son, hein, grosso modo, dans l'eau. Ce son, il se propage. Hein. Vous savez que le son, il passe dans l'eau, on entend les baleines, etc. Donc, il se propage et puis il va se réfléchir au fond de la mer et il est réenregistré par le bateau. Et ça nous donne du coup une idée de la profondeur d'eau. Et grâce à ces données bathymétriques, ben, on a été capable de déterminer déjà où étaient les grandes failles entre Santorin et Amorgos. Et puis, une des questions qu'on se posait, c'était de savoir sur quelle faille le séisme avait eu lieu. Et pour ça, eh ben, le sondeur du bateau uniquement, donc je vais vous refaire un petit plan du bateau dans un instant, mais le sondeur du bateau, il n'est pas suffisant parce qu'on est loin des failles. Ah, sur le bateau, hein, bah, les failles, elles sont à peu près à 500, 700 mètres de profondeur. Donc, du coup, le sondeur multifaisceau, lui, quand il acquiert des données, il est loin des objets, il est loin du fond de la mer. Donc, on a des données à 5 mètres de résolution au mieux. Alors, 5 mètres de résolution, ça peut paraître super, mais en fait, quand on recherche un séisme, bah, c'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin, parce que les déformations qui sont liées à un séisme, elles sont plutôt petites. Elles sont de l'ordre de quelques mètres. Donc du coup, les données à 5 mètres de résolution, c'est pas suffisant en fait. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Voilà. Donc ce navire, il est équipé de différents capteurs. Nous, on utilise essentiellement le sondeur multifaisceau. Vous voyez que c'est un catamaran. Là-haut, il y a tout le système de positionnement GPS. Hein. Donc ça nous permet de savoir exactement où est-ce que les données sont acquises. Et puis, bon, voilà, on peut faire plein de choses avec ce navire, qui est aussi un navire qui fait beaucoup de pêche. Mais là, dans le cadre de cette campagne en mer, nous, on utilise uniquement le sondeur multifaisceau. Alors, comme je vous le disais, avec ce sondeur multifaisceau, on a des données de bonne qualité, mais qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir localiser vraiment la déformation qui serait générée à un séisme. Et nous, on cherchait la cause du séisme de 1956. Donc, du coup, on a utilisé un autre sondeur qu'on a rapproché du fond de la mer pour avoir des données à 1 mètre de résolution. Et donc, ce sondeur, pour le rapprocher du fond de la mer, ben, on a utilisé un sous-marin. Donc, je vais vous faire... Donc là, vous avez une partie de l'équipage, hein, du coup, que vous voyez. Il y a le commandant, le second, le lieutenant. Et là, vous voyez donc le sous-marin, en fait, qu'on a utilisé. Donc, ce sous-marin, il s'appelle Astérix. Alors, il y a toute une équipe qui l'opère. Ils sont 4 à bord. Vous voyez qu'il y a toute une connectique à l'intérieur. Il y a différents types de sondeurs. Voilà, il y a différents types de capteurs. Et sous ce sous-marin, il y a un sondeur multifaisceau. Donc, vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Et du coup, le sondeur multifaisceau, bah, c'est pareil. Il fonctionne de la même manière que sur le navire Europe. Ce sont des ondes acoustiques qui se propagent dans le fond de la mer, qui vont se réfléchir et être réenregistrées par le sous-marin. Mais ce sous-marin, il fonctionne, il navigue en fait à 70 mètres au-dessus du fond de la mer. Du coup, eh bien, voilà, il est capable d'acquérir des données de très très bonne qualité, à peu près 1 mètre de résolution. Tout à l'heure, je vais vous montrer sur l'écran rapidement, voilà, le type de données qu'on peut acquérir. Donc avec ce sous-marin-là, on a réussi à bien imager les différentes failles dont on se posait la question si elles étaient capables d'avoir généré le séisme de 1956. Et puis, en 2023, on est revenu également sur l'Europe avec un autre sous-marin qui est pas. Ah, j'arriverai pas, je pense. Ouais. Désolée. Désolée. On nous proposait de filmer la machine, mais je crois que le Wi-Fi va pas passer. Voilà. Donc la machine, voilà, je vais vous montrer d'autres choses, mais pas la machine. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc avec ce deuxième sous-marin qui s'appelle Ariane, qui est pas ici, là, bah, lui, il était équipé de caméras. Et donc, on a pu plonger, on a pu aller voir vraiment sur le plan de faille. Peut-être que vous avez vu la vidéo en ligne. Et du coup, bah, on a pu mettre en évidence qu'il y a une des failles qui a cassé, c'est la faille d'Amorgos, une grande faille qui fait 70 km de long.
Elle est vieille, hein, elle a plusieurs millions d'années. En tout, elle a déplacé les strates géologiques de plus de 2 kilomètres. Donc c'est vraiment une faille très importante. Et c'est elle qui a cassé en 1956 et qui a généré un déplacement. Alors, on n'a pas pu le mesurer partout parce qu'on n'a pas des données partout, mais à un endroit en particulier, on sait que ça a au moins déplacé le fond de la mer de 9 mètres. Alors, 9 mètres, c'est énorme. C'est pas si gros pour un séisme de magnitude 7,6, mais quand même, c'était, en tout cas pour moi, ça a été un peu une surprise. Je m'attendais pas autant. Et du coup, bah, se pose la question de savoir qu'est-ce qui a pu générer le tsunami, hein. Si on a un déplacement du fond de la mer de 9 mètres, bah, à quelques kilomètres de là, si on a une vague qui fait 10 mètres de haut, finalement, c'est pas si étonnant. Alors, je vous dis ça comme ça, néanmoins, il reste à prouver que c'est bien le déplacement sur la faille qui a généré le tsunami. Et c'est là qu'intervient la thèse de Maider, que vous avez vue tout à l'heure. Maider qui est parti visiter la machine, mais voilà, qui va faire la modélisation de tsunami. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est de retour à Héraclion et pourquoi est-ce qu'on y retourne dans la zone d'Amorgos et de Santorin? Bah, c'est parce que on n'a pas pu acquérir toutes les données qu'on voulait. Il faut se rendre compte que c'est pour mettre, je vous refilme un peu le sous-marin, hein, mais pour vous donner une idée, le sous-marin est fragile. Il coûte cher, hein, forcément. Et quand on le met à l'eau, je donnerai à Julien des photos de la mise à l'eau pour que vous vous rendiez compte, bah, ce sous-marin, dès qu'il y a un petit peu trop de vent, dès qu'il y a un petit peu trop de vagues, c'est compliqué, on ne peut plus le mettre à l'eau, c'est trop dangereux. On risque carrément de mettre un peu, voilà, de mettre les marins en danger parce qu'il est probable que enfin, le sous-marin se balance en fait, hein, sur sa corde quand on essaye de le mettre à l'eau. Et donc, du coup, on ne peut pas forcément le faire plonger tout le temps, ce sous-marin. Si les conditions météorologiques ne le permettent pas, alors dans ce cas-là, c'est impossible de le mettre à l'eau. Donc là, vous voyez qu'il est, en fait, il est dans une petite cage. C'est tout ça, la petite cage. Elle reste sur le bateau. Enfin, on le met à l'eau. Vous avez ici le portique qui va se basculer. Donc, on soulève en fait le sous-marin. Ensuite, on déplace le portique, on le déporte dans l'eau. Et puis, du coup, on met tout ça, toute cette boîte dans l'eau. Et le sous-marin, il part en marche arrière et il part dans l'eau, il part travailler. Mais c'est toute cette mise à l'eau, et puis quand on le remonte, c'est la même chose, mais à l'envers, qui peut être dangereuse à la fois pour les hommes et pour le matériel. Du coup, bah, on évite un peu de, on peut pas le mettre à l'eau si le temps est mauvais. Et nous sommes dans les Cyclades, donc il y a beaucoup de vent. Et donc du coup, voilà, on n'arrive pas tout le temps à faire ce qu'on aimerait. Donc, nous sommes là de nouveau pour acquérir de nouvelles données bathymétriques haute résolution. C'est très bruyant, un bateau, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, je vais me mettre là. Donc, nous sommes là pour acquérir de nouvelles données bathymétriques haute résolution avec Astérix. Et on espère, dans un futur pas si lointain que ça, revenir avec l'autre sous-marin qui est capable d'observer, de voir avec les vidéos, pour pouvoir continuer d'étudier cette faille, mais aussi pour étudier les autres failles de la zone. Entre-temps, donc cette campagne en mer, là, qui s'appelle Amorgos 25, elle est prévue depuis longtemps, hein, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Elle a pu être programmée, voilà, à partir de demain. Enfin, en fait, en réalité, on part ce soir, on part à 18h là. Et entre-temps, comme je vous l'ai dit, il y a eu cette crise sismique qui a eu lieu, qui a été très ressentie par les populations. Vous l'avez peut-être entendu dans les médias. Et donc, de façon un peu exceptionnelle, c'est un peu une réponse d'urgence, eh bien, on a réussi à venir un peu plus tôt sur la zone. Donc, c'était pas forcément gagné. Heureusement, l'Europe et l'AUV Astérix, donc le sous-marin, étaient disponibles. Les matelots aussi, le commandant, etc., eux, ils ont pu partir plus tôt. Et puis, on a réussi à tout mettre voilà, tout mettre en place à partir une semaine plus tôt, grâce également à notre collègue grec Paraskevi Nomikou, qui nous a soutenus, qui a soutenu la demande, de telle façon à ce qu'on puisse aller étudier la zone de la crise sismique la semaine dernière. On est rentré il y a 2 jours.
Alors, pourquoi est-ce que nous, on y allait? Donc, les instituts océanographiques grecs, ils ont des navires, hein, d'ailleurs. Je peux peut-être vous montrer l'un des navires. Je vais vous le montrer. Il est juste en face. Donc, qui s'appelle le Philia. C'est très sympa. On a pu aller le visiter la semaine dernière, puisque entre navires océanographiques, ben, on est toujours un peu curieux d'aller voir comment sont faits les autres navires. Donc, je vous le montre. Je ne sais pas trop si vous le voyez. Il est au bout là. Il y a un bateau rouge. Ça, ce sont les pompiers. À gauche là, c'est le navire pilote. Et puis au milieu, c'est le Philia. Donc, le HCMR, c'est l'Institut océanographique grec. Bah, ils ont deux navires, le Philia et puis l'Egeo qui est à Athènes. Mais ces navires ne sont pas équipés du sous-marin. Et la crise sismique qui a eu lieu il y a le mois dernier, en fait, a- donc, avait une origine probablement euh, magmatique. Maintenant, on pense vraiment que c'est du magma qui a migré de la profondeur voilà, de plusieurs dizaines de kilomètres, peut-être 20 kilomètres dans la croûte et qui a voulu monter vers la surface. Alors voilà, on ne savait pas trop si ce magma il avait pu réussir à monter jusqu'à la surface ou s'il était resté coincé en fait dans la croûte. Ça se voit, hein. Parfois, il y a des crises sismiques d'origine volcanique qui ne génèrent pas d'éruption. Par exemple, en 2011 et 2012, à Santorin, il y a eu cette crise importante, pareil, de la sismicité. Et on savait que c'était lié à du magma en profondeur, et puis il n'y a pas eu d'éruption. Donc, du coup, il y avait une première question qui se posait. La crise sismique, elle n'a pas eu lieu à Santorin même. Elle était déportée vraiment entre Santorin et Amorgos. Et on ne savait pas, en fait, si le magma avait pu devenir lave et donc arriver à la surface. Euh, Comme on ne connaissait pas non plus la taille de ce dike, hein, la quantité, le volume de magma, eh bien, utiliser à la fois un navire et aussi un sous-marin, c'était avantageux. Parce que si on était sur des tout petits volumes de lave, par exemple, eh bien, c'était intéressant de pouvoir plonger avec un sous-marin. Alors, donc voilà, c'est pour ça que nous, on y est allé. On a pu mobiliser. Alors, il y a beaucoup d'instituts hein, qui ont œuvré à cette mobilisation un peu en urgence. Ça coûte cher, c'est pas prévu. Donc, ça a été un bel effort de tous qui a amené à cette mobilisation en avance de l'Europe. Et puis, donc, on a embarqué, bien sûr, en lien avec les collègues grecs qui n'ont pas pu embarquer, ils devaient, mais n'ont pas pu. Mais en tout cas, on était en contact tous les jours pour leur dire ce qu'on faisait. Et puis, on n'était pas les seuls, en fait. Il y avait aussi un navire anglais et un navire allemand sur zone. Et donc, on communiquait un peu pour essayer. Alors, nous, on avait trois objectifs avec nos sondeurs. Premièrement, de voir si s'il y avait voilà un édifice volcanique, une coulée de lave, un petit cône, quelque chose qui était sorti dans la zone de nouveau. Le deuxième objectif, c'était de retourner sur les failles, la faille d'Amorgos dont je vous ai parlé, parce que la crise sismique, elle a eu lieu pile poil au bout de la faille d'Amorgos. En tout cas, en carte, on a l'impression que les séismes ont lieu là. Et donc, du coup, comme on avait des données acquises avec Astérix en 2022, eh bien, on est retourné dans la zone avec le même sondeur, le même sous-marin, sur les mêmes zones, et puis pour acquérir de nouvelles données. Et pour le moment, je ne peux pas vous dire si ces failles elles ont bougé, mais en tout cas, on pourra le dire une fois qu'on sera de retour au laboratoire et qu'on aura le temps de bien traiter les données. Notre troisième objectif, c'était aussi de détecter si il y avait des bulles qui sortaient des failles, par exemple. Parce que c'est pas rare le long des failles d'avoir des gaz qui, euh, qui sortent, alors notamment en domaine sous-marin, hein, et notamment dans des contextes où il y a du magma, parce que vous savez bien qu'avec le magma, bah, il y a des gaz, il y a du CO2, il y a du soufre, etc. Et donc, si les failles, elles bougent un petit peu, bah, il est possible que les gaz, qui sont bien moins denses que le reste, arrivent à percoler et remontent sur le fond de la mer. Et dans ce cas-là, quand ils remontent, eh bien, ils bullent. On le voit, par exemple, en mer de Marmara, en Turquie, où
ou même pas très loin de la Crète, là, pas très loin de Santorin, sur l'île de Milos, qui est aussi une île volcanique, eh bien, on voit sa bulle, sa bulle. Et donc, en 2022, on n'avait pas de vue de bulle le long des failles. Et là, on a des suspicions. Alors, on n'est pas très sûr parce que, de nouveau, c'est pas facile à interpréter. Ça va demander un petit peu de traitement des données, hein. Mais on a vu peut-être, on a des suspicions voilà, de bulles à certains endroits. Donc, ce sera vraiment à confirmer. C'est un travail qu'on va essayer de faire rapidement pour pouvoir écrire un rapport qu'on donnera aux autorités grecques pour la gestion de crise et de crise et de post-crise. Voilà. Parce que cette crise sismique, elle n'est pas totalement terminée, hein. Il y a toujours des petits séismes qui ont lieu de magnitude 3, parfois qui frôlent les magnitudes 4. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont toujours un petit peu là. Donc voilà, les autorités grecques, les chercheurs grecs, l'Observatoire national d'Athènes surveillent toujours la zone. Et donc le travail que nous on fait ici, il doit normalement servir à suivre la crise et à suivre l'évolution de cette sismicité, etc. Voilà. Donc, je vous ai déjà dit un petit peu, on n'a pas vu voilà, il n'y a pas d'évidence, il n'y a rien de flagrant, en tout cas, qui nous indiquerait qu'il y a du magma qui est sorti ou quoi que ce soit. Pour le moment, nous, on n'a pas vu, a priori, ça, même s'il nous reste du travail à faire sur les données. En tout cas, il n'y a rien d'évident, peut-être, mais rien d'évident, sur ces trois aspects, sur les trois questions qu'on se posait. Et c'est pareil, les Allemands qui étaient dans la zone, bon bah voilà, on a des suspicions de petites choses, de petits glissements sous-marins, peut-être des bulles, mais pour le moment, en tout cas, pas de nouveaux volcans, etc. Donc voilà, c'est un résultat en soi, hein. Ça veut dire que le magma, pour le moment, il est resté en profondeur. Alors, je peux vous montrer. Alors, si vous avez des questions, il faut vraiment pas hésiter. Moi, je les vois pas. Puis après, je peux aussi vous faire visiter un peu le reste du navire. Puis après, vous me poserez vos questions, ou comme vous voulez. Déjà, est-ce que vous m'entendez toujours bien? J'espère. Ouais, Julien, tu me Non, le confirmes? son est très très bien, on n'a même pas d'écho derrière, rien, on n'entend que ta voix. Ah bah parfait, ok. Alors on continue. Du coup, je vais vous montrer un peu. Donc, l'Europe, c'est un petit bateau, hein. C'est un des plus petits bateaux de la flotte océanographique française. C'est un bateau côtier, donc il est vraiment fait pour travailler proche des côtes, proche des îles. Il n'est pas fait pour aller sur les dorsales océaniques. Pour ça, il y a d'autres bateaux. Vous en avez peut-être entendu parler. Le Pourquoi pas, la Talente, le Thalassa. D'ailleurs, s'il y a des Niçois dans la salle, sachez que il me semble que pour le congrès des Nations Unies qui aura lieu en juin, eh bien, il y a un des navires de la flotte qui sera a priori au port de Nice et qu'on pourra aller visiter. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, il ne faudra pas hésiter. Et par contre, voilà, l'Europe, il est petit. Alors lui, son port d'attache, c'est pas Brest, c'est la Seine-sur-Mer, donc c'est à côté de Toulon, c'est pas très loin de la côte d'Azur. Et il travaille essentiellement en domaine côtier, en Méditerranée. Il part pas dans l'Atlantique et tout. Voilà, sa mer, c'est la Méditerranée. Et il est mobilisé pendant presque 3 mois, du mois de mai au mois de juillet, grosso modo, sur des missions pêche organisées par l'Europe et la France pour gérer les stocks de poissons. Donc, c'est de la pêche scientifique avec des chaluts spéciaux, etc. Et eux, euh, ils étudient comment les stocks de poissons en Méditerranée évoluent. Alors, quand il n'est pas utilisé par ces missions, qui sont vraiment des missions récurrentes, eh bien, on peut l'utiliser en écrivant des demandes de campagne en mer. On dépose des dossiers. Et puis, si scientifiquement notre projet a l'air intéressant, alors il y a une commission qui nous donne du temps bateau. Voilà. Donc, petit bateau, on est 16 au maximum sur le navire. Donc il y a le commandant, le second, le lieutenant. Tous les trois, c'est eux qui pilotent le navire. Et puis ensuite, on a donc les marins qui vont faire les manœuvres, hein. Par exemple, mettre à l'eau la UV, utiliser le chalut en cas de pêche. Donc là, c'est pareil, ils sont trois. Et puis on a bien entendu un cuistot, un cuisinier, pour nous faire les repas.
très important, le cuisinier. Et en général, on mange très bien sur les navires. Et puis, j'ai oublié du monde. Ben là, il y a 4 pilotes pour le sous-marin. Et il y a bien sûr deux mécanos, 2 ou 3 mécanos, voilà, pour la machine, pour les moteurs, et puis les scientifiques. Et donc voilà, donc avec un petit bateau, on n'est pas nombreux, on n'est que deux. La semaine dernière, nous étions trois, et puis cette semaine, on est deux. Donc petit navire, ça veut dire qu'il peut pas il peut pas partir très longtemps. Donc on travaille sur un rythme de 5 jours en mer, un jour à terre. Donc on était en effet 5 jours en mer. On est revenu à terre hier matin. On repart ce soir pour 5 jours. Alors je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du bateau. Donc je vais partir du pont avant. Voilà. Donc là je suis montée sur le bateau. Donc on est juste devant à l'avant. Donc ici, comme tout à l'heure, je vous montre tout ce qui va être système de communication, les GPS, les radars. Et puis on va rentrer à la passerelle. Donc la passerelle, c'est l'endroit où le commandant, le second et le lieutenant pilotent. C'est aussi l'endroit où on détermine les routes du bateau, puisque c'est moi en tant que chef de mission qui vais dire, bah voilà, j'aimerais aller par ici, par là, acquérir des données bathymétriques pendant tant de temps, etc. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà montés, mais dans un navire, mais en gros, c'est le poste de pilotage. Bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font sur les écrans. Donc, on a de la navigation, c'est un peu comme un GPS, hein. En fait, c'est ça. Ça, c'est le logiciel un peu GPS de la zone, enfin du bateau. Et puis, bien sûr, on a toujours les cartes papier. Donc là, c'est la crête, hein, typiquement, sur la carte. Héraclion, si je dis pas de bêtises, on est là. Voilà, pour le moment, sur la carte, nous sommes là. Donc voilà, tout ça, c'est la passerelle. Donc, c'est pas notre lieu de travail à nous scientifiques. Nous, notre lieu de travail, il est ici. Donc, je ne sais pas si ça va bien capter. J'espère, sinon vous me direz. Donc, ça, c'est le PC Science. Donc, vous voyez que c'est du coup une salle où on a beaucoup d'écrans. Alors, comme on n'est pas en train d'acquérir, bah, sur les écrans, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est ici, en fait, qu'on suit l'acquisition des données bathymétriques du bateau en temps réel. On a aussi toutes nos cartes. Donc là, j'ai des grandes cartes. Je vous montrerai tout à l'heure les zones, ce qu'on a fait. Donc ces cartes, elles nous servent vraiment à nous positionner, à réfléchir, etc. J'ai aussi des cartes. Donc pour pouvoir naviguer, nous sommes tenus d'avoir des autorisations données par le ministère grec, bien entendu, la marine grecque, etc. Donc pour ça, bah, vous voyez que, par exemple, ça c'est une petite carte qui montre les zones où on a le droit d'aller naviguer. Donc là, vous avez Amorgos, Santorin et par là, je ne l'ai pas représenté sur la carte. Et puis ça c'est l'île d'Astipalaya. Et à Amorgos et Astipalaya, bah, c'est là qu'il y a eu les tsunamis, les hauteurs de vagues les plus fortes en 1956. Donc vous voyez que ce sont les zones dans lesquelles on va travailler avec l'AUV et puis avec le navire. Donc j'ai mes petites zones, voilà, et tous les jours, on informe les autorités grecques pour la navigation en leur disant, ben voilà, on va acquérir des données dans la boîte D ou dans la boîte A ou dans la boîte B. Bien sûr, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On travaille, voilà, il y a des règles, il y a des bonnes pratiques, et donc c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce que peux vous montrer d'autre? Bah, peut-être un petit peu rapidement, si vous voyez. Alors après, vous me direz si vous voyez pas, peut-être que je passe pas trop de temps dessus. Mais grosso modo, ouais, surtout vous me dites hein, si c'est pas assez. Hop là, voilà, ce que je peux vous montrer rapidement. Donc, ce sont les données qu'on a acquises. Donc là, vous avez Santorin ici. Là, vous avez Amorgos ici. Et vous voyez que toutes les zones qui sont colorées, ben, c'est toutes les zones sur lesquelles on a acquis des données bathymétriques. Donc en gros, on a colorié le fond de la mer, hein, c'est presque ça. Toutes les parties bleues, elles sont plus profondes. Toutes les parties rouges, elles sont moins profondes. Le trou qui est ici, c'est la petite île d'Anidros. C'est un caillou posé sur la mer. Enfin, pas sur la mer, hein, bien sûr, dans le fond, quoi.
Voilà, il y a strictement rien sur cette petite île d'Anidros, mais c'est ici, c'est dans cette zone-là que la sismicité a eu lieu, en fait, le mois dernier, quoi. Voilà. Alors, ce que je peux vous montrer éventuellement, c'est la différence entre les données AUV et des données bathymétriques bateau. Donc là, par exemple, surtout, voilà, si vous voyez rien, ben, n'hésitez pas à me le dire, puis on ira faire autre chose. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, ça, donc c'est la faille d'Amorgos, c'est un tout petit bout, hein. L'échelle, ça fait 200 mètres, donc c'est vraiment microscopique à l'échelle de la faille. Donc tout ce qui est orange, c'est eau, donc c'est la partie soulevée de la faille. Tout ce qui est bleu, bah, c'est la partie euh, profonde, hein, et puis vous voyez que dans cette zone-là, on a toute la faille, donc la faille normale, ici, la faille qui a cassé, elle crée à la surface de la Terre, elle crée une falaise. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors ça, ce sont les données du ME70, donc les données de l'Europe, qui sont plutôt, comme je vous disais, résolues à 5 mètres de résolution. Même ici, on est allé à 7 mètres, on n'a pas réussi à descendre. Et maintenant, si je vous montre, voilà, les données de l'AUV, donc de notre petit sous-marin. Je vais faire avant-après, hein. Mais vous voyez, alors il y a des artefacts, hein, il y a des choses bien sûr on va traiter. Ça, c'est faux, par exemple. Ça aussi, la ligne, là, c'est du bruit, c'est des artefacts. Mais par contre, on a beaucoup plus de résolution, on voit beaucoup plus de choses. Donc j'enlève de nouveau. Voilà, ça, ce sont les données du bateau, et ça, ce sont les données du sondeur du sous-marin. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt clair à pouvoir utiliser le sous-marin. Voilà, on met des lunettes, quoi. Tout d'un coup, on voit beaucoup mieux les choses. Voilà un petit peu pour la partie science. Et après, si vous voulez, alors soit vous avez des questions et j'y réponds. Et puis après, si vous voulez, je peux vous faire voir rapidement une cabine et le lieu de vie où on mange, etc. Mais peut-être que je peux prendre les questions d'abord. Le Astérix, le sous-marin, comment il est piloté en profondeur? Alors, bonne question. Bah, alors, on va descendre. Je vais vous montrer, du coup. Donc, comment il est piloté? Alors, je prends les escaliers. Voilà. On descend. C'est de l'immersion pure. On la perd là-bas. Je vais vous montrer là où il est piloté. C'est Laurence. Ici. Voilà. Alors, Astérix, il est piloté. Voilà, il est piloté d'ici. Donc, vous voyez qu'on a le sous-marin surdescendu. Voilà. Et il est piloté par donc les pilotes de l'AUV qui ont beaucoup de matériel et qui ont leurs ordinateurs de contrôle ici. Donc c'est pareil, hein, l'AUV n'étant pas à l'eau pour le moment, il y a pas grand-chose. Donc il n'est pas vraiment piloté par le navire. En réalité, je crée sa route sur un logiciel. Je dis exactement quelle route il doit faire. Ensuite, je donne ces informations-là aux pilotes de l'AUV, d'Astérix. Ils ont également besoin d'une carte bathymétrique existante, donc par exemple la carte de l'Europe, pour savoir un petit peu dans quelles conditions l'AUV va pouvoir naviguer. Et puis ensuite, une fois qu'on le met à l'eau, on lui rentre tout ça dans sa mémoire et l'AUV est autonome. D'ailleurs, AUV, ça veut dire Autonomous Underwater Vehicle, donc c'est un véhicule autonome sous-marin. Alors, il est autonome parce qu'il peut faire toute sa route, toute sa vie tout seul. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on préfère quand même être à côté parce que c'est fragile, c'est cher, etc. On n'a pas envie de le perdre. Et puis, parfois, il peut y avoir, on ne sait pas trop quoi, au fond de la mer. Est-ce que ce sont des poissons? Parfois, la bathymétrie bateau, elle n'est pas très précise. Et donc, du coup, il arrive sur une falaise alors que c'était pas prévu. Bon, on évite ce genre de choses. Mais parfois, c'est vrai que il va se mettre en sécurité, il va remonter parce qu'il voudra pas aller travailler au fond de la mer parce qu'il comprend pas il a des warnings, hein, par exemple, si devant lui, donc il a des capteurs devant, et si devant lui il détecte quelque chose qui arrive et que dans son programme il n'est pas censé passer au-dessus de cette falaise ou passer au-dessus de cet objet,
bah, il va se mettre en arrêt, il va remonter en urgence. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux être à côté. Donc, en fait, on le suit. Il est autonome, mais l'Europe le suit. On ne fait pas autre chose. On reste à côté. Et on communique avec lui. Parfois aussi, il peut y avoir des courants profonds. Du coup, s'il y a des courants, l'AUV, ben, il va potentiellement comment on dit, être dévié. Et donc, on va essayer, avec le navire, de le remettre sur sa route. Donc, il est autonome, mais on le surveille. Voilà. Et du coup, il n'est pas piloté réellement, hein, avec l'autre sous-marin, avec Ariane, qui a les caméras. Là, il y a dans le même poste de pilotage, ici, bah, du coup, on aurait d'autres ordinateurs avec la caméra d'Ariane, avec les pilotes qui, cette fois-ci, ont des manettes. Ce sont des manettes de PlayStation, en fait, hein, qui leur permettent de naviguer, de faire évoluer Ariane. Mais ici, on n'a pas besoin. Voilà, c'est un autre sous-marin, en gros. Alors, on a une question. Oui. Et pourquoi on ne peut pas mettre des caméras sur Astérix? Alors, bah, il n'est pas fait pour ça. On pourrait, en fait, hein, mais plus on met de choses dessus, bah, moins il fonctionne sur batterie. Du coup, plus on met d'instruments dessus, moins il peut passer de temps sous l'eau. En général, nous, on le fait plonger 8 heures. Il a déjà fait plus, mais voilà, si on mettait des caméras, ça changerait le poids, etc. Donc ça, c'est à étudier. Et puis, en fait, comme il navigue à 70 mètres du fond, et qu'en plus, il n'y a pas de système lumineux, hein, il n'y a pas de spot, il n'y a rien du tout. Du coup, des caméras, elles verraient rien. C'est pour ça qu'on utilise un autre sous-marin qui, lui, est équipé de caméras, mais aussi de tout un système lumineux, parce que, voilà, quand on dépasse grosso modo 30 mètres, 50 mètres, allez, euh, dans le fond de la mer, on voit plus rien. À 700 mètres, on voit plus rien. Donc, on a besoin de ces lumières. Et du coup, voilà, ils peuvent pas tout faire. Et à contrario, Ariane, lui, l'autre sous-marin, ben, il peut pas vraiment acquérir des données bathymétriques parce qu'il est plus lent. Astérix, là, alors il faudrait calculer la vitesse, je l'ai plus en tête, mais vous voyez, il fait 50 km grosso modo en 10 heures, quoi. Donc il fait 5 km par heure, quelque chose comme ça. Ariane, lui, il a des plus petits propulseurs et donc du coup, il se déplace à 0,5 mètres par seconde. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est très lent. Ouais, c'est ça, un 0,5 mètres par seconde. Et du coup, on n'est jamais capable en une seule plongée d'Ariane, on fait jamais 50 km. Déjà, si on fait 2 km au milieu sous-marin, on est ultra ravis. Mais voilà, les deux sous-marins sont complémentaires. Parfait, on a encore quelques questions qui arrivent. Une question d'élève. Le fait qu'il y ait de nouveaux séismes peut-il empêcher de continuer les recherches sur le séisme de 1956? Alors ça, c'est une super question parce que moi, j'avais peur de ça, justement, dans la mesure où bah, s'il y a beaucoup de séismes, on peut imaginer que, que le paysage sous-marin change. Pourquoi? Parce que à la fois, bah, peut-être que les failles, elles glissent. Donc ça, c'est voilà, on n'a pas encore répondu à la question. On a les données pour les répondre, mais on n'a pas répondu. Et puis aussi parce que ça génère des glissements sous-marins. Et donc, du coup, en tout cas, dans la partie sud-ouest de la faille, donc là où où il y a la crise sismique, moi, j'avais vraiment peur que la crise, elle nous... Alors, ce sont des peurs de chercheurs, hein, ça veut dire que ça n'a aucune implication et que c'est vraiment très... Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, sans considération pour tout le reste, d'accord? C'est juste, ce sont des peurs théoriques, d'accord? Donc voilà, j'avais, disons, une petite crainte que cette crise change beaucoup le paysage sous-marin. Et si c'est le cas, du coup, ça va être compliqué de savoir si cette portion de la faille d'Amorgos a cassé ou pas en 1956, sachant que j'avais pas toutes les données. Par exemple, on n'avait pas plongé avec Ariane sur cette partie de la faille. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas vraiment encore de réponse, mais de ce que j'ai vu, il y a quand même, on voit rien d'extraordinairement gros et flagrant, donc je reste positive. Mais c'est vrai que la question, elle se pose. Après,
Là, nous, on va dans la partie nord-est. On est vraiment à 50 km de la zone de la sismicité. Donc là, pour le coup, voilà, il y a pas d'impact, en tout cas, clair. Et puis, cette crise sismique, elle pose de nouvelles questions scientifiques, hein. Le lien entre l'activité volcanique et l'activité des failles, il se pose vraiment. En ce moment, il y a plein de chercheurs qui sont en train d'essayer de comprendre, bien sûr, les données sismologiques, mais aussi les données des GPS, etc. Donc, tout notre travail, on a euh, différentes expertises et tout est très complémentaire. Et tous ces chercheurs, ils essayent aussi de faire le lien. Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que la crise magmatique, la crise générée par cet épisode de dike, de propagation de dike, a fait jouer les failles, c'est un peu l'œuf et la poule. Enfin, on se pose plein de questions. Et du coup, c'est vrai que pour mon projet de recherche sur le séisme de 1956 et plus généralement sur l'histoire sismique de la zone, eh bien, ça pose de nouvelles questions. Et c'est vrai que le, le- la, la contribution, on va dire, des volcans dans toute cette sismicité, c'était quelque chose auquel j'avais pas forcément réfléchi et sur lequel j'avais pas forcément euh, focalisé une partie du gros projet Amorgos que je porte et qui commence. Donc c'est intéressant parce que ça pose de nouvelles questions. Je ne sais pas si on aura toutes les réponses à ces questions, euh, mais il y a, voilà, il y a clairement quelque chose à garder en tête pour l'avenir, on va dire. La géologie maintenant. Alors la nouvelle question, c'est le fond de la mer autour d'Amorgos est de la croûte océanique, c'est-à-dire avec basalte et gabbro pur, ou est-elle couverte de sédiments? Et si oui, de quelle épaisseur? Alors, en fait, la croûte de la mer Égée, c'est pas une croûte océanique. C'est pas une croûte qui a été générée par une dorsale, qui a été produite par une dorsale. Avant, il y a, il y a, il y a il y a quelques dizaines de millions d'années, en fait, à la place de ce grand océan, il y avait une chaîne de montagnes. Et donc, quand on se balade sur les îles, sur Amorgos par exemple, à part l'île de Santorin qui est, elle, volcanique et très récente, sinon ces autres îles, Anidros, Amorgos, Astipalaya, en fait, elles sont composées de roches qui se sont superposées au cours de l'accrétion de cette grande chaîne de montagnes. Donc, par exemple, quand on va à Morgos, on se retrouve à travailler sur des roches qui ont subi un métamorphisme de schiste bleu, euh, haute pression à basse température. Donc, quelque chose qu'on va retrouver dans les chaînes de montagne, qui est lié vraiment à la mise en place et à la structuration des chaînes de montagne, hein, comme dans les Alpes. On peut retrouver aussi des roches de ces faciès-là métamorphiques. Donc, du coup, ça veut dire que la croûte qu'on étudie, là, le sous-sol, le fond de la mer, il est essentiellement composé de ces vieilles roches qui sont exhumées. Et en fait, la chaîne de montagne, elle s'est étirée parce que vous avez donc la plaque Afrique qui subduit sous la mer Égée et le panneau, la plaque qui subduit ici, le panneau plongeant, en fait, il est en retrait. Et comme il est en retrait, eh bien, ça crée de l'extension dans toute la mer Égée. Et c'est pour ça que cette chaîne de montagne, bien qu'on soit dans un système en convergence, puisqu'on a une zone de subduction, on a la plaque africaine qui subduit sous la plaque Europe, eh bien, néanmoins, comme ce panneau plongeant recule, au-dessus du panneau plongeant, on a de l'extension. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais du coup, cette extension, elle est à l'origine de l'affaissement, on va dire, de cette chaîne de montagne et à l'origine de tous ces grands bassins, dont le bassin d'Amorgos et de Santorin font partie. Donc, vous voyez qu'on dans une zone en convergence, on peut avoir de l'extension. Et ensuite, ces roches, continentales, hein, cette croûte continentale, elle est recouverte de sédiments. Alors, il n'y a pas une épaisseur de sédiments constante dans toute la zone. Ces sédiments, ils vont plutôt se déposer au pied des failles, puisque les failles normales, elles vont générer des bassins, donc des creux. Du coup, les sédiments, ils vont se déposer dans les zones les plus basses, dans ces bassins. Et par exemple, le bassin d'Amorgos, il est rempli de 700 mètres de sédiments. Donc voilà, c'est assez conséquent.
Alors, ces sédiments, ils viennent de partout. À la fois, il y a des sédiments qui sont liés à l'érosion des îles. Il n'y en a pas beaucoup quand même, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rivières sur ces îles. Ils viennent de la production primaire, hein, dans la colonne d'eau, des organismes. Voilà, c'est de la sédimentation qu'on appelle pélagique. C'est tous les petits organismes marins qui vont se déposer au fond de la mer. Et puis, dans notre zone en particulier, le plus gros apport de sédiments, c'est Santorin. Santorin est la chaîne volcanique de Colombo, les petits cônes qui sont également sous l'eau, parce que eux, ils produisent des quantités phénoménales de, de dépôts pyroclastiques, de coulées, etc. Et tout ça, ça vient remplir les bassins. Donc, ces bassins sont très profonds, mais au final, voilà, ils sont remplis d'une importante quantité de sédiments. Parfait. Une autre question. Travaillez-vous avec des archéologues sous-marins? Alors non, on ne travaille pas avec des archéologues sous-marins. Par contre, toutes nos données marines, on est en territoire grec, donc bien entendu, toutes nos données sous-marines, elles sont transmises aux autorités grecques, au service hydrographique grec, et toutes les vidéos, elles ont été transmises également à un institut ou à l'instance, on va dire, qui s'occupe des recherches des fouilles sous-marines en Grèce. Donc, d'ailleurs, quand on navigue, on a normalement, on a toujours ce qu'on appelle un observateur grec. Donc souvent, c'est un collègue grec qui embarque. Comme je vous le disais, ma collègue Paraskevinomikou, qui ne peut pas embarquer là, mais qui a embarqué sur les autres missions. Et ces observateurs grecs, si jamais on tombait sur une épave ou quoi que ce soit, on informerait automatiquement les autorités. Et après, les autorités, bah, je suppose, ça ne nous est pas arrivé, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je pense que bah, soit on nous demande d'évacuer, soit de toutes les manières, on n'a rien le droit de prélever. Et voilà. Donc, on ne travaille pas avec eux, mais par contre, on a le devoir de référer à ces autorités si on trouvait quelque chose d'archéologique. Voilà. Une autre question. Quelle est l'époque du volcanisme de Santorin? Bah, Santorin, elle a une histoire assez longue. C'est pas le volcanisme, il a commencé un petit peu au sud-ouest, à Christiana, donc il y a quelques millions d'années. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Peut-être, oui, autour de 5-6 millions d'années, quelque chose comme ça. Et après, petit à petit, le volcanisme, on voit qu'il migre vers le nord-est, donc Santorin, Colombo et puis les petits cônes. Donc voilà, donc les petits cônes, par exemple, qui sont sous-marins, ils sont un peu plus récents, ils ont 300, 700 000 ans. Et du coup, l'île de Santorin, par contre, elle a une histoire longue, ça fait plusieurs millions d'années qu'il existe ce volcan. Euh, et sa dernière éruption, c'était autour des années 1950. Et peut-être que vous connaissez, vous savez qu'il y a eu une grosse explosion il y a 3000, il y a plus de 3000 ans, 3600 ans, à Santorin, qui a créé cette grosse caldeira. Voilà, mais je suis pas une experte de Santorin, alors c'est vrai que je ne peux pas vous en apporter beaucoup plus sur cet aspect-là. On est sur une zone de subduction, donc c'est du volcanisme de zone de subduction. Voilà, du coup, on a affaire à un volcan qui est mature, qui a eu des chambres magmatiques qui sont bien développées, qui sont d'ailleurs qui sont assez vieilles, bah, comme l'âge du volcanisme, hein. Elles ont commencé à cristalliser. C'est assez intéressant quand on s'intéresse à l'imagerie, donc ce qu'on appelle la tomographie sismique, c'est-à-dire l'imagerie de la croûte. Ben, on se rend compte qu'il y a des endroits où certainement il y avait des vieilles chambres magmatiques qui ont cristallisé, et puis il y en a d'autres qui se sont développées. Euh, voilà, mais c'est du volcanisme de subduction. Est-ce qu'on Ouais. a connaissance dans les archives historiques d'un séisme similaire à celui de 1956? Alors non, ça on ne connaît pas. Pourtant, clairement, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur la sismicité historique, justement, qui ont repris les chroniques historiques, les écrits, etc., et qui ont fait des catalogues à l'échelle de la Méditerranée, à l'échelle de l'Est de la Méditerranée, notamment un chercheur qui s'appelle Ambra Seis, qui est, qui a fait un travail incroyable où on a des catalogues de sismicité en Turquie, en Grèce, qui remontent à plus de 600 avant Jésus-Christ. Donc, bien sûr, c'est pas complet, mais c'est là. Ça a le mérite d'exister. C'est génial d'avoir ces catalogues. Et donc, on a cherché dans tous ces catalogues et on n'a pas trouvé de séisme historique
précédant ou préhistoriques, précédant le séisme de 1956. Donc, ça, c'est une vraie question. À quel rythme ces failles cassent? C'est une question de recherche. Nous, on essaye de mener des missions aussi à terre et j'espère que bientôt on pourra vous emmener aussi à terre, vous montrer un petit peu ce qu'on fait parce que on voit aussi ces failles à terre et on essaye de les dater, de dater l'âge des escarpements, l'âge de ces falaises, dans l'espoir de remonter à l'âge du dernier séisme avant celui de 1956. Ce qu'on va essayer de faire aussi pendant ce projet ANR, c'est donc on travaille avec des chercheurs grecs, notamment une collègue de l'université d'Athènes qui s'appelle Vasiliki Kouskouna, qui est sismologue experte en sismicité historique et elle va essayer de retrouver, de fouiller de nouveau dans les archives parce qu'en fait, il est probable que toutes les archives n'aient pas été fouillées. Et donc, elle va s'intéresser aux archives religieuses et civiques de l'île d'Amorgos et de l'archipel proche d'Amorgos pour essayer de retrouver la trace de séisme, mais également la trace de tsunami. Donc voilà, c'est un travail commun avec sur différentes comment on dit, échelles de temps, historiques, paléosismicité, c'est ce qu'on fait à terre. Et puis, on va également essayer de retrouver la trace de séisme ancien dans les bâtiments. Parce que quand les bâtiments subissent des séismes, ils s'endommagent. Il peut y avoir des fractures. Il peut, parfois, bien sûr, parfois ils se détruisent, mais ils sont détruits. Mais parfois, ils sont juste un petit peu endommagés. Et donc, dans l'architecture même des bâtiments, on peut retrouver la trace de sismicité, de mouvements forts du sol ancien. Et donc, on a des collaborations, notamment avec le CEREMA et avec l'ENS Paris-Saclay, pour essayer de lire. En fait, c'est génial, ça s'appelle de l'archéosismologie. Donc, c'est à une échelle de temps intermédiaire entre la sismicité historique et la paléosismicité que nous, on fait avec nos méthodes géologiques. Et donc, cette archéosismologie, au milieu, on va essayer de décortiquer finalement l'architecture des bâtiments pour retrouver la trace de séisme ancien. Mais c'est une vraie question qui se pose. À quel rythme est-ce que ces failles, elles cassent? Personne ne sait pour le moment. Voilà, allez, je vous laisse un petit peu avec l'Europe et puis je vous laisse vous déconnecter et merci à tous pour, euh, pour votre présence.